y ait un tropisme pour la cellule synoviale, mais c'est une maladie qui peut toucher à travers des anticorps l'ensemble des structures du corps, y compris des viscères. On peut avoir une atteinte rénale, on peut avoir une atteinte ophtalmo, dermato, cardio, etc. Mais l'atteinte synoviale est particulièrement, elle est constante et particulièrement destructrice, engendrant un handicap fonctionnel important et même une réduction de l'espérance de vie. Sur les séries anciennes, on a une réduction moyenne de 5 à 11 ans de l'espérance de vie, et sur les séries plus récentes, on a une réduction de 3 à 5 ans de l'espérance de vie. Donc vous voyez qu'il y a une diminution de l'écart entre les polyarthritiques et la population générale en termes d'espérance de vie. La prévalence n'est pas très élevée, elle est de l'ordre de 0,15% en Algérie, mais la PR elle est particulière par sa gravité et non pas par sa prévalence, à l'inverse de l'arthrose qui est beaucoup plus fréquente mais beaucoup moins méchante, si j'ose dire. Comme je l'ai dit, ces 20 dernières années, il y a eu une transformation majeure de la prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique. Diagnostic parce que la médiane de délai diagnostique est passée de 2 ans à 2 mois maintenant, actuellement, donc c'est divisé par 10. Et on a la possibilité maintenant de donner des traitements tellement puissants qui peuvent engendrer à la fois une rémission et parfois même une guérison. Comme je l'ai dit, on voit de plus en plus de cas de personnes qui arrêtent totalement leur traitement sans récidiver. Et cela, c'est grâce aux outils diagnostiques qui ont vu le jour durant les années 90 et 2000. Tout d'abord, historiquement parlant, on avait des diagnostics tardifs parce qu'on attendait les déformations sur le plan clinique et on attendait les érosions et les pincements radiographiques sur la radiographie standard. Mais depuis quelques temps, on a 2 nouveaux outils diagnostiques beaucoup plus performants, surtout au stade précoce. Tout d'abord, sur le plan biologique, on a les anticorps anti-CCP disponibles en Algérie depuis le début des années 2000 et qui ont tendance maintenant à remplacer le facteur rhumatoïde classique qu'on connaît, enfin, le latex valerose, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus spécifiques et précoces. Ils peuvent même apparaître avant l'apparition de la maladie, voire quelques années ou jusqu'à 13 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Donc ils sont beaucoup plus performants et avec peu de faux négatifs, contrairement au facteur rhumatoïde où il y a beaucoup de faux négatifs et de faux positifs. Et sur le plan de l'imagerie, l'essor de l'échographie haute résolution articulaire qui peut détecter des anomalies infraradiographiques, en l'occurrence ici une petite érosion d'une tête de métacarpien, et puis sans parler de la synovite qui se manifeste par des lésions anéchogènes en mode B et par des lésions de spot Doppler positif au niveau du mode Doppler. Seul souci de l'écho, c'est qu'il faut quelqu'un de bien entraîné, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'échographie ostéo-articulaire. Ce n'est pas tous les rhumatos qui font bien l'écho ostéo-articulaire, et ce n'est pas tous les radios non plus qui font bien l'échographie ostéo-articulaire. Donc ces 2 éléments, imagerie et biologique, ont contribué à l'amélioration et surtout à des diagnostics très précoces. On observe maintenant des PR pour lesquels les symptômes ne datent que depuis quelques jours, voire quelques semaines. Sur le plan clinique, tout d'abord le terrain, c'est souvent le sexe féminin, il y a 4 femmes pour un homme. L'âge, c'est plutôt l'âge moyen, vers la quarantaine. Et l'élément le plus important à l'interrogatoire, c'est l'horaire inflammatoire de la douleur. C'est-à-dire c'est une douleur qui réveille la nuit, c'est une douleur qui persiste le jour, la matinée et qui met au moins 1 heure pour s'estomper. Le sillage des douleurs, c'est surtout au niveau distal, à savoir les mains et les pieds, en particulier les MCP 2 et 3 et les poignets. C'est vraiment typique de la polyarthrite rhumatoïde. Dans la PR, maintenant, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de gonflement parce que le diagnostic est précoce. Donc, avant l'apparition de gonflement, la seule présence de douleur inflammatoire peut suffire. On n'est pas obligé d'avoir un gonflement articulaire pour poser le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde. Il y a un outil aussi très utile, surtout pour les cliniciens qui ne disposent pas d'échographie, c'est le squeeze test. Regardez comment ça s'écrit, le squeeze test. En fait, c'est une compression latérale on regarde des métacarpophalangiennes ou des métatarsophalangiennes. Et cette compression, quand elle déclenche une douleur vive, elle est très en faveur de la présence d'une arthrite des métacarpophalangiennes, même si on n'a pas d'autres outils ou qu'on n'a pas un gonflement à l'inspection. Alors, sur le plan des examens complémentaires, on est mieux loti que dans la spondylarthrite qu'a cité Madame Alat, où il n'y a pas grand-chose, surtout en Algérie avec le HLA-B27 rare. Là, on a par contre un ensemble d'auto-anticorps qui sont présents dans au moins 85% des cas,
vous avez le facteur hématoïde et les anticorps anti-CCP. Et en plus de ça, on va demander des examens d'imagerie, des examens biologiques pour quantifier l'inflammation et pour chercher des contre-indications aux différents traitements qu'on va instaurer. Mais n'oubliez pas, c'est grâce à ces deux éléments, les anticorps anti-CCP et l'échographie ostéo-articulaire, qu'on arrive à détecter et diagnostiquer avec certitude des polyarthrite rhumatoïde qui ne datent que depuis quelques semaines. Pourquoi c'est important le diagnostic précoce? Parce que si je reçois quelqu'un déformé, la guérison ne peut jamais être obtenue et même la rémission probablement ne pourra jamais être obtenue. En revanche, si j'instaure mon traitement à des stades très précoces de la maladie, je peux contribuer à l'amélioration du quotidien immédiat, mais aussi et surtout à améliorer le pronostic au long terme, puisqu'un traitement très précoce va engendrer quelqu'un qui va vivre sa vie quasiment de la même façon qu'un sujet sain. En revanche, le même traitement instauré de façon plus tardive, avec la même puissance, les mêmes traitements méthotrexate, anti-TNF-alpha, ne vont pas empêcher les déformations sur le simple fait qu'on a instauré un traitement relativement de façon tardive. Alors, quels sont les traitements de la polyarthrite rhumatoïde? On a vu que pour le diagnostic, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. Maintenant, sur le plan du traitement, on a deux types de traitements pharmacologiques. On a les traitements pharmacologiques symptomatiques et les traitements de fond. Les traitements pharmacologiques symptomatiques, c'est surtout 3 classes thérapeutiques que j'ai classées en ordre croissant de puissance. Les antalgiques, quand même, peuvent être prescrits, mais on les prescrit rarement parce qu'ils ne sont pas très efficaces dans la polyarthrite rhumatoïde. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on les donne dans les 10 à 20% des cas seulement. Et c'est surtout les corticoïdes qu'on prescrit, mais à condition d'avoir à l'esprit le fait de les sevrer le plus tôt possible, c'est-à-dire au bout de quelques mois, maximum 6 à 9 mois de traitement. Il ne faut pas les garder plus d'une année parce que sinon ça va être la corticodépendance, et la corticodépendance signifie l'apparition d'autres comorbidités iatrogènes, à savoir l'HTA, le diabète, la dépression, les troubles cutanés, l'ostéoporose, etc. Donc, les traitements symptomatiques peuvent être donnés dans la PR, en monothérapie ou en association, mais il faut toujours garder à l'esprit que le plus important, c'est le traitement de la maladie et non pas le traitement des symptômes. Le traitement de symptômes, c'est pour apporter juste une amélioration au départ, un confort, mais il faut les enlever par la suite. Quand est-ce que je vais les enlever? C'est lorsque j'instaure un traitement de fond efficace et que je sens que les paramètres cliniques et biologiques vont super bien. Et là, vous avez une liste non exhaustive des traitements de fond, les traitements de la maladie, et vous voyez que la liste est très longue, et c'est ce qui rend la prise en charge d'APR très complexe et vraiment du ressort du spécialiste, je dirais même peut-être dans certains cas du spécialiste hospitalier. Moi, je suis prof en médecine, mais je suis en libéral, et je fais toutes les semaines, je fais convoyer plusieurs patients à l'hôpital pour être mieux pris en charge qu'au niveau de mon cabinet médical, puisque en Algérie, la plupart des traitements biologiques novateurs, ceux qui sont sur la droite de votre écran, sont disponibles gratuitement et délivrés gratuitement à l'hôpital. En gros, on a ce qu'on appelle les traitements classiques, encadrés en rouge, et les traitements biologiques, qui ont des noms bizarres. Vous avez vu qu'il y a des noms bizarres. C'est tous des anticorps qui visent un des acteurs de l'immunité polyarthritique. Donc ça peut viser l'anti-TNF-alpha, le TNF-alpha, l'interleukine 6, l'interleukine E1. Ça peut viser aussi les récepteurs au niveau des lymphocytes B, des lymphocytes T, et j'en passe. Et l'ensemble des biothérapies est plus efficace que les traitements de fond que vous connaissez certainement, le méthotrexate, la sulfasalazine, l'hydroxychloroquine et le leflunomide. Cependant, jusqu'à maintenant, 2024, toutes les sociétés savantes s'accordent sur le fait que malgré qu'on a beaucoup de traitements novateurs très puissants, il faut toujours essayer un traitement classique, surtout le méthotrexate, avant de conclure à son efficacité et au passage à un traitement biologique. Il y a même des sociétés savantes telles que la société panaméricaine ou la société asiatique qui exigent la prescription d'au moins 3 traitements conventionnels, méthotrexate, salazopérine, etc., avant de songer passer à une biothérapie. Pour quelle raison? Parce que les biothérapies, on a moins de recul. Les DIMARD en moyenne, ça fait 50 ans que l'être humain les utilise, alors que les biothérapies, c'est qu'une vingtaine d'années. Et la deuxième raison, qui est la raison principale, c'est pour réduire les coûts de la santé, puisque les biothérapies sont au moins 1000 fois plus chères que les traitements conventionnels. Le méthotrexate, que vous connaissez peut-être mieux en oncologie et en hématologie,
est le traitement de fond de référence dans la polyarthrite rhumatoïde. Il n'est pas cher, il est bien toléré et délivré par voie orale toutes les semaines, donc il est vraiment commode sur le plan de la pratique. Et il donne d'excellents résultats chez au moins les 2/3 des patients. Donc déjà, les 2/3 des PR répondent super bien au méthotrexate. Et je ne suis pas obligé de penser à d'autres molécules que chez la minorité des patients qui ne répondent pas au méthotrexate. Les biothérapies sont disponibles pour l'immense majorité en Algérie, mis à part l'abatacept, qui est un inhibiteur de la co-stimulation du lymphocyte T, il n'est pas disponible en Algérie. Et voilà, c'est tout. Le certolizumab n'est pas encore disponible en Algérie aussi. Un point essentiel pour les gens qui prennent en charge la polyarthrite rhumatoïde, on ne peut pas concevoir le fait de prendre en charge la polyarthrite rhumatoïde sans recourir à des outils bien établis pour le suivi de la maladie. C'est comme si je prenais par exemple un diabétique suivi en consultation et que je continue de suivre, d'augmenter, diminuer les doses sans avoir de glycémie ou de hémoglobine glyquée. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un élément objectif. Il ne faut pas se contenter de dire « Ah, le patient il va bien, il me dit je dors bien, et donc je continue le traitement ». Ça, c'est la vieille médecine et qui ne permet pas d'optimiser le traitement et d'arriver au statut de rémission et de guérison. Si vous comptez prendre en charge une polyarthrite rhumatoïde, il faut recourir à des outils standardisés, chiffrables et reproductibles, tels que le DAS28, qui est un indice composite qui est fait de 4 éléments, 3 éléments cliniques et 1 élément biologique, et qui se calcule en 2 minutes à peu près pour les gens entraînés comme nous, et qui permet d'attribuer un chiffre à l'activité de la maladie, de la même manière que l'hémoglobine glyquée. Donc on a un chiffre qui va de 0 à 9, et ça nous permet de caser le patient, soit qu'il a un score inférieur à 2,6, c'est qu'il est en rémission, soit qu'il est entre 2,6 et 3,2, il est en faible activité, etc. Et quand c'est supérieur à 5,1, on dit que la maladie est très active. Donc un DAS28 initial à 6, qui devient par la suite 3, c'est un gage d'une bonne efficacité du traitement. Donc si vous ne faites pas le DAS28, que vous ne faites pas bien le DAS28, il ne faut pas suivre tout simplement une polyarthrite rhumatoïde. Donc en conclusion, la polyarthrite rhumatoïde a changé de visage. Nous disposons d'outils très performants pour le diagnostic précoce, surtout l'échographie et les anticorps anti-CCP. On dispose des outils de suivi standardisés de la même manière que la diabétologie, donc on a le DAS28. Et surtout, on a des outils thérapeutiques énormes. On a au moins 25 traitements de fond dans la polyarthrite rhumatoïde, et dans la majorité est disponible dans notre pays. Et ce qui fait que maintenant, il ne passe pas une semaine sans que je libère un patient ou deux pour guérison de sa polyarthrite rhumatoïde. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que veut dire la guérison de la polyarthrite rhumatoïde, c'est des gens qui ont des arthralgies, qui n'ont pas de grosses arthrites, parce qu'ils ont consulté très vite. Et quand ils ont consulté très vite, ils ont atterri chez la même personne très vite, qui a demandé des examens complémentaires vite, et qui a fait le diagnostic dès les premières semaines d'évolution de la maladie, un traitement qui casse l'inflammation et l'auto-immunité à son début. Au bout de 6 mois, plus aucun symptôme. Après, on fait une dégression progressive des traitements symptomatiques, ensuite les traitements de fond, très progressifs qui s'étalent sur plusieurs années, minimum 3 ans. Et si le patient arrête tous les traitements progressivement et qu'il n'a plus de nouveaux symptômes, je peux le déclarer comme guéri. Chose qui était inconcevable au début de ma carrière il y a 20 ans. Je vous remercie de votre attention.